Notre peuple a soif de grandes et de belles choses pour Montréal. M. Drapeau avait le sens de la ville moderne. Il s'est dit qu'il faut absolument donner à cette ville les instruments dont elle a besoin pour se développer. Je pense qu'il a été le premier maire canadien à comprendre que la métropole aujourd'hui, c'est une réalité d'envergure non seulement locale, mais nationale et internationale. Jean Drapeau a été réélu maire en 1960. Il ne quittera plus le pouvoir pendant 26 ans. Mais c'est pendant la décennie de 1960 à 1970 qu'il va transformer définitivement le visage de Montréal et faire de sa ville l'une des grandes métropoles internationales. Si Jean Drapeau a réussi dans son projet, il le doit à deux éléments, à deux ingrédients essentiels. Le premier élément, c'est l'argent, évidemment. Sans argent, on ne peut rien faire. Or, l'économie canadienne, comme l'économie mondiale, est alors en pleine expansion. L'argent va donner à Jean Drapeau les moyens de ses ambitions, les moyens de réaliser ses rêves. Le deuxième élément de la réussite de Jean Drapeau est fondé sur sa vision de l'avenir. Pour sa ville, Drapeau voit grand. En fait, il rêve. Un rêve qu'il confie d'ailleurs un soir de 1967 au grand communicateur Fernand Seguin. Essayez d'évoquer pour nous ce que pourrait être le Montréal de l'an 2000. Quels sont les projets d'ensemble s'il en existe? L'an 2000, on voit ça comme si c'était très loin. Et mon Dieu, c'est dans à peine une trentaine d'années. Vous serez encore jeune. Et vous aussi. Puisque nous avons à peu près le même âge. Nous avons étudié sur les mêmes bancs de la même école. Eh bien, il semble que la population de Montréal, qui est d'environ 2 millions, cet arrondissement-ci, pourrait atteindre le chiffre de 7 millions. Si la prévision de 7 millions d'habitants a encouragé Jean Drapeau dans la voie de transformation indispensable à l'expansion d'une grande ville, cette même prévision l'entraînera à détruire des pans entiers de la cité. Des associations de citoyens se dresseront résolument contre. On a décidé donc de détruire la couronne de quartiers ouvriers qui entourait le centre-ville pour étendre ce centre-ville devant desservir cette mégalopole de 7 millions d'habitants, mais qui n'a jamais vu le jour. On rapporte que plus de 35 000 logements ont été détruits. C'est ça. Et parfois, souvent, avec une brutalité qui montre une absence de compassion presque totale de l'administration. Comment est-ce qu'ils pouvaient envisager tripler la population de la ville en détruisant à ce point les logements? Le centre-ville, il fallait le nettoyer, il fallait en chasser la population pour y installer les entreprises de services, les sièges sociaux des compagnies, les compagnies de transport, etc. C'était le noyau, finalement, qu'il fallait agrandir pour servir cette mégalopole. Les premiers gratte-ciel de l'ère Drapeau vont faire pénétrer Montréal dans le club encore restreint des grandes cités nord-américaines. En 1960, l'immeuble le plus haut de Montréal est encore celui de la Sun Life. Aujourd'hui, on ne se rend pas très bien compte de l'importance que la place Ville-Marie avait à l'époque. Ce fut longtemps la plus haute construction, non seulement du Canada,
mais du Commonwealth britannique tout entier. Un autre bâtiment important voit le jour à cette époque. C'est la place des Arts. Elle possède une valeur sentimentale pour Jean Drapeau. Il se fait à lui-même un cadeau. Il satisfait sa passion pour la grande musique et l'opéra. Je crois que Jean Drapeau était une sorte de visionnaire à toutes sortes de niveaux. Il avait des très, très grandes ambitions pour la ville de Montréal. Il savait que toute ville qui se respecte doit avoir un orchestre symphonique, une véritable maison d'opéra. Et je crois que c'était ça son rêve, de doter la ville de Montréal d'un opéra qui fonctionne comme en Europe à l'année longue. Enfin, en bâtissant cet ensemble imposant, le Jean Drapeau, originaire de Rosemont, le petit bourgeois devenu prince, ouvrait au peuple les temples de la grande musique qui lui étaient jusqu'alors demeurés inaccessibles. Pour l'aider dans la tâche immense qui l'attend, Jean Drapeau a besoin d'un fidèle second. Il choisit un homme moins exposé que lui, capable non seulement de le conseiller, mais de lui parler franchement et même de s'opposer à lui dans son propre intérêt. Cette perle rare s'appelle Lucien Saunier. Échevin et propriétaire d'une mercerie, Lucien Saunier sera le gestionnaire idéal, le second indispensable à tout grand capitaine. Pendant 10 ans, il dirigera le comité exécutif de la ville. Le tandem Drapeau-Saunier réussit tout ce qu'il entreprend durant la décennie 1960-1970. Ça a été la période glorieuse de M. Saunier, un homme qui était très efficace. Puis tout de suite, il s'est distingué par la fermeté de caractère, son énergie, son esprit d'entreprise aussi, puis son souci de l'honnêteté de l'administration publique. C'est des belles qualités. Franchement, les choses ont marché rondement. Pour moi, la plus grande réalisation de Jean Drapeau, c'est la construction du métro. Parce que ça restera. Durant des 100 ans à venir, ou des siècles même, le métro sera toujours là. Tandis que d'autres choses ont une vie plus éphémère. Le métro, pour moi, c'est son œuvre. Ce réseau se compose d'une ligne est-ouest dans le sud de la ville qui desservira Sainte-Catherine, d'une autre ligne nord-sud. Entre 1962 et 1966, le sous-sol de Montréal est rongé, défoncé par des engins de terrassement. C'est le moment où se réalise le premier des grands travaux de l'équipe Drapeau-Saunier. Un projet soumis, dès le début, à contestation. Le métro, n'oubliez pas dans le temps qu'il n'était pas tout le monde qui était d'accord avec Jean Drapeau. Il voulait nous faire un métro avec des roues en caoutchouc, avec des pneus. Et partout à travers le monde, les métros, c'était sur rail. Et évidemment, on l'a questionné, on est allé le rencontrer. Il nous a dit à Paris, ils ont un métro sur pneus et ça fonctionne très bien. Je dois souligner une chose intéressante. C'est que M. Drapeau n'a pas voulu faire seulement un métro. Il a voulu faire un beau métro. Il a trouvé conception du métro qui a fait du métro de Montréal le plus beau de l'Amérique du Nord. Le métro de Montréal est toujours considéré comme l'un des plus beaux du monde. Chaque station du réseau a été décorée par un artiste différent. Le peuple a droit de voyager dans un beau métro confortable. Un métro, on ne doit pas être condamné à le prendre. On doit avoir du plaisir à le prendre, le métro. J'invite avec infiniment d'émotion son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, à procéder à la bénédiction du métro de Montréal. Voici apparaissent les deux lumières qui nous indiquent l'arrivée du premier train du métro de Montréal. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le métro est inauguré en 1966. Par sa décision finale de construire le métro, Jean Drapeau porte la pleine responsabilité historique du projet. Et c'est normal.
Mais rendons à Lucien Saunier ce qui lui appartient, un petit peu. C'est vous qui avez défendu le projet et même qui avez convaincu M. Drapeau qui n'y croyait pas au départ. Est-ce que vous pensez que... Je suis heureux de vous l'entendre dire. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un peu injuste que l'histoire, finalement, n'ait pas laissé ça comme une vérité? Ah, ça, il faut laisser ça aux historiens, de voir si l'histoire est juste ou non. Mais il y a des témoignages comme le vôtre qui sont très consolants. Est-ce qu'il y a une petite frustration parfois Aucune. chez vous? Non. Absolument. Aucune. Bon, non. Je pense pas qu'il y a eu des hommes politiques qui auraient eu le courage, l'audace de faire de Montréal, avec l'équipement qu'il a laissé. Le métro de Montréal n'aurait jamais été fait. La place des Arts ne serait pas là. Le développement qui a entouré tout ça ne serait pas là. L'autoroute des Caries ne serait pas là. Je l'haïs, l'autoroute des Caries. Mais c'est une voie de communication qui était rendue nécessaire et possible de construire à cause d'Expo 67. À mon avis, si M. Drapeau n'avait pas fait ce qu'il a fait, ce qui n'avait pas été ce qu'il était quand il était maire de Montréal, Montréal serait juste un gros village en décrépitude. Dès le début des années 60, des Québécois de plus en plus nombreux commencent à parler ouvertement et pacifiquement de l'indépendance du Québec. Un parti officiel voit même le jour. Dans le même temps, ils sont accompagnés par des petits groupes clandestins et violents qui se réclament du FLQ, le Front de libération du Québec. Le FLQ va chercher ses modèles d'action violente à l'étranger. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des mouvements armés de libération nationale sont apparus un peu partout dans le monde. Au Vietnam et en Algérie notamment, mais aussi en Palestine, à Cuba et en Amérique latine. L'Europe n'est pas épargnée. L'Irlande et le Pays basque sont aussi secoués par des mouvements nationalistes violents. Pendant une dizaine d'années, le FLQ multiplie les actions spectaculaires, posant des centaines de bombes et provoquant un émoi considérable. Montréal est particulièrement frappé. Mais tout cela n'empêchera pas Jean Drapeau de continuer son œuvre. Son ambition est d'obtenir maintenant une reconnaissance internationale pour sa ville et pour lui-même. Notre peuple a soif de grandes et de belles choses pour Montréal. Cette soif de grandeur, Jean Drapeau va l'apaiser dans une manifestation exceptionnelle et banale à la fois. Une exposition universelle. Il va transformer une simple foire internationale en un formidable révélateur de la fierté nationale québécoise. Jusqu'à l'Expo 67, Montréal est fermé au monde. Et puis d'un seul coup, avec cette exposition, c'est l'ouverture à la Terre des Hommes, ajoutée à une part de rêve. Avec le passeport, le mini-rail, 50 millions de visiteurs, les amours internationales, tout ça livré à domicile. Les îles sont désertes aujourd'hui, hein? L'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame. On dirait un grand jardin de méditation, mais ça a été autre chose en 67. Ça a été autre chose. Même si les routes comme celle-là étaient absolument couvertes de gens qui venaient de toutes les parties du monde. C'était une révélation pour tout ce monde-là, non seulement de ce que le monde était, mais que ce que le Canada était, parce qu'on a révélé le Canada au monde. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire des choses assez étonnantes. Et des choses étonnantes, il y en a eu, à commencer par le site même de l'Expo. L'idée n'est pas de moi. C'est vrai qu'on s'est battu pour l'avoir. Mais l'idée est du gérant du port, M. Guy Baudette. Il a dit, le long de la voie maritime, il n'y a pas beaucoup d'eau. Pourquoi ne songeriez-vous pas à faire une île là? Et si c'est pas assez grand, agrandir l'île Sainte-Hélène. Il n'y a pas tellement d'eau. Va pour des îles, mais avec quoi va-t-on les fabriquer, ces îles? Il faudra des tonnes de roches et de la terre. Et c'est là que le métro est venu donner un petit coup de pouce à l'Expo. Pendant des mois, des caravanes de camions sortis des entrailles de la ville viennent déverser leur cargaison sur ce qui verra un jour s'étaler la Ronde, le circuit Gilles-Villeneuve et le Casino de Montréal. Mais penser récupérer un morceau de territoire sur le Saint-Laurent, il fallait tout de même le faire.
Il semble bien, M. Drapeau, que personne ne croyait à cette idée. Il y a des gens qui ont dit c'est une idée de fou. Je l'ai entendu bien des fois. Quelle force de caractère ça prend pour inspirer tant de monde avec tant d'argent qu'on n'avait pas nécessairement et prendre ces risques-là au nom d'une population tout entière pour construire des îles alors qu'effectivement, nous avions, au Québec, un des vastes pays du monde. On aurait pu construire ça dans les Laurentides. Pour parachever son rêve, Jean Drapeau avait décidé de faire construire un monument géant. De concert avec Paris, Montréal a décidé de doter l'exposition 67 d'une tour cigale en béton. Haut de 1070 pieds, le monument destiné à commémorer le 325e anniversaire de Montréal abritera à sa base les pavillons des deux villes. Faute d'argent, la tour ne sera pas construite et c'est peut-être dommage. Parce que chaque année, la Tour Eiffel à Paris et l'Empire State Building à New York attirent des millions de visiteurs qui y dépensent des millions de dollars. Et quand vous en parlez de cette tour, vous dites « nous l'avions », mais elle n'a pas été construite. Je sens chez vous un regret. Certainement. Vous en rêvez encore? Mais oui. On était vers le 28-29 avril. La reine d'Angleterre, qui est le chef du Canada, était là. Et il fallait naturellement que ça soit extraordinaire. Mais le 28 avril, il n'y a pas de gazon. Il n'y en avait pas. Et beaucoup de gazon, beaucoup de surface étaient encore en terre. Et beaucoup de gazon étaient morts durant l'hiver. Et c'est là que j'avais décidé de peindre des grandes surfaces de gazon avec les employés la veille. Partout où il y avait le passage de la reine, les dignitaires de l'Expo, les chefs d'État. Et on avait carrément, avec des boyaux, des tuyaux d'arrosage, peint des grandes surfaces, plusieurs hectares de gazon. Et personne n'a rien vu. C'était vert. Voilà. Nous avons le plaisir de vous présenter son honneur, le maire de Montréal, M. Jean Drapeau. Une exposition universelle n'est pas un spectacle. C'est à un large inventaire de la civilisation universelle que le monde est convié. Pour donner aux visiteurs l'illusion qu'ils parcouraient le monde, Expo 67 avait émis un passeport. L'achat de ce document donnait droit à des entrées multiples et au visa des différents pays dont on visitait les pavillons. C'était un rêve extraordinaire. Ah ben c'est l'été de mes 20 ans. J'ai beaucoup visité le pavillon de la bière avec mes copains à cette époque-là, mais je me souviens surtout que ça a décuplé à peu près ma connaissance du monde que je pouvais avoir. Rencontrer des gens de race étrangère comme jamais auparavant en est né automatiquement mon goût de connaître la planète en entier. L'objectif original prévoyait peut-être au mieux 275 000 personnes par jour. D'ailleurs, la troisième journée de l'exposition, on a eu 540 000 personnes. Ça veut dire 15 fois le forum à tous les jours. Ça. Pas rien que au début, au milieu, à la fin, mais tous les jours. Et ça a très bien marché. Expo 67 a valu à la ville une renommée internationale. En mettant Montréal sur la carte, Jean Drapeau a donné une fierté non seulement à Montréal, mais aussi à tout le Québec et à tout le Canada. Je crois que l'expérience de l'Expo a influencé sa façon de voir beaucoup. Il s'est rendu compte que le Canada est un pays qui présentait un potentiel beaucoup plus grand que le seul Québec sur la scène internationale, au point de vue pouvoir de négociation avec les États-Unis, par exemple, mais c'était plus considérable. L'Expo est une fantastique réussite, mais l'un de ses visiteurs va apporter quelques soucis à Jean Drapeau. En réussissant l'Expo, Jean Drapeau réalise son rêve de jeunesse. Il montre au Canada anglais de quoi les Canadiens français sont capables. Fini désormais le nationalisme agressif de sa jeunesse. Un événement exceptionnel va lui permettre de remettre une fois pour toutes les pendules à l'heure. Vive Montréal! Vive le Québec!
Je vous dis que ça paraît petit pour un événement qui a fait autant de bruit. Vive le Québec libre! Ça l'est, ça, le fameux balcon où le général de Gaulle a prononcé ces 4 petits mots qui ont déclenché une polémique. D'ailleurs, la polémique dure encore. C'est arrivé le 24 juillet 67. Charles de Gaulle, qui est le président de la République française, vient visiter l'Expo 67. Et l'événement, à ce moment-là, a un tel retentissement qu'il a même failli éclipser le succès de l'Expo. Si l'histoire retient que le nationalisme québécois a reçu de cette visite-là un appui absolument incontestable, il reste que Jean Drapeau, lui aussi, en est sorti grandi. En 1967, Charles de Gaulle est l'un des hommes que Jean Drapeau admire le plus au monde. Pour Drapeau, de Gaulle est un géant de l'histoire. Le général est l'homme qui, au début de la Deuxième Guerre mondiale, a appelé la France à résister à Hitler. À propos de ce qui s'est passé sur le balcon ce jour-là, les versions varient en fonction des témoins. Jean Drapeau, lui, a toujours affirmé que si de Gaulle a crié son « Vive le Québec libre », c'est par un pur hasard. Il n'a pas dit « Vive le Québec libre » d'un coup. Il a dit « Vive le Québec ». Puis là, les gens, ils ont soufflé, les séparatistes qui étaient en bas. « Libre, libre ». Puis là, il a repris pour dire « Vive le Québec libre ». Mais il ne savait pas que c'était un slogan. Le général ne voulait peut-être pas aider les indépendantistes, mais il voulait bien donner un coup de pouce au nationalisme québécois. C'est avec une immense joie que je suis chez vous, au Québec, au milieu des Canadiens français. Le général va effectuer le trajet Québec-Montréal par le chemin du Roi. Le voyage triomphal dure des heures, c'est un véritable délire. Les arrêts sont nombreux. À chaque fois, de Gaulle prononce une allocution qu'il termine à peu près de la même façon. Vive le Québec! Vive le Canada français! Vive Sainte-Anne-de-la-Pérade! Vive le Québec, le Canada français! Vive Trois-Rivières! Vive le Québec! Vive le Canada français! Vive la Nouvelle-France! Il y a des « Vive le Québec », « Vive le Canada français ». S'il n'y a pas de « Vive le Canada », s'il n'y a pas non plus de « Vive l'indépendance », il y a tout de même des phrases très nettes. Quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez. Affranchissement. Voilà un mot que n'aurait pas renié le jeune étudiant Jean Drapeau. Vive le Québec libre! Je vous ai vu à la télévision à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui... J'ai passé à la télévision? Oui. Beaucoup de gens qui regardaient le général. Moi, je vous regardais. Je n'ai pas de TV en couleur, mais j'ai l'impression que en blanc et noir, vous étiez un peu plus blanc que d'habitude. Illusion d'optique. Oui. N'ajustez pas votre appareil. La prestation de Gaulle va choquer et troubler Ottawa. Mais elle va aussi dérouter Jean Drapeau. Malgré le grand respect qu'il lui porte, il est bien décidé à répliquer à de Gaulle. Il va lui répondre en toute franchise avec ce que beaucoup de critiques et lui-même considèrent comme son discours le plus habile et le plus diplomatique. Et sans doute aussi le plus difficile à écrire. Jean Drapeau va s'enfermer dans ses bureaux de la rue Sherbrooke et passer la nuit entière à rédiger sa réponse. Déchiré qu'il est entre son respect pour le général et sa fidélité au Canada. Or, c'est ici, dans cette salle, que Jean Drapeau va remettre le général de Gaulle à sa place, et en même temps qu'il va s'attirer la reconnaissance du Canada anglais et d'Ottawa. C'est un discours qui va durer 23 minutes de reproches diplomatiques, 23 minutes d'affirmation de la réalité et de la fierté canadienne-française, mais aussi d'appartenance indéfectible au Canada. Nous sommes attachés à cet immense pays, parce que c'est ici que nous avons pris racine, et que ces racines plongent plus profondément dans le sol canadien. Et Jean Drapeau met les points sur les i. Nous avons appris
nous avons appris à survivre seuls pendant 2 siècles. Pour finir, Jean Drapeau indique très diplomatiquement à De Gaulle le chemin qu'il souhaite lui voir prendre. Pouvons-nous espérer que ceux qui viendront nous aider à accentuer ce renouveau du Canada français seront animés du même esprit, afin que le Canada français serve mieux le Canada tout entier. Serve mieux le Canada tout entier. Il est loin, le Vive le Québec libre. Le lendemain, Ottawa ne tarissait pas de gratitude et de louanges pour l'homme qui avait rivé son clou à De Gaulle. Je suis Canadien d'origine française. Alors, Canadien d'abord, quand il s'agit de rivaliser avec d'autres pays, je suis fier d'être Canadien. Puis à l'intérieur du Canada ici, je suis fier d'être d'origine française. Et plus on va être fier d'être d'origine française, plus on va servir le Canada. À partir de 1967, plus par les faits que par les mots, Jean Drapeau affirmera constamment son attachement au fédéralisme canadien. Il ne reviendra jamais plus en arrière. Le 29 octobre 1967, l'Expo ferme ses portes. On est à l'heure des comptes. D'un côté, on a Jean Drapeau qui est au fait de sa gloire. De l'autre, on a cette exposition qui a coûté beaucoup plus cher que prévu. Parce que pour réaliser cette Expo 67 exceptionnelle, il a fallu engager des sommes, elles aussi exceptionnelles. Le devis, au départ, se chiffrait à 167 millions de dollars. Il en coûtera finalement 430 millions. C'est donc un déficit direct de 293 millions de dollars. C'est énorme. Mais Jean Drapeau se défendra toujours avec véhémence contre cette interprétation des faits. Parce que l'investissement a été remboursé bien des fois. Et c'est peut-être le regret que j'ai que personne n'ait vraiment fait cette étude des retombées de l'Expo sur Montréal. Non seulement pendant 67, mais depuis. Ça nous a apporté au moins à l'époque un demi-milliard de rentrées touristiques en dollars, là, donc ce qui est excellent. Et puis, évidemment, il y a eu un déficit, mais ce déficit a été payé moitié-moitié par Québec et Ottawa. Alors, mais en dépit de ce déficit-là, on peut dire qu'en termes de retombées économiques, l'exposition universelle a été très, très, très payante pour Montréal, pour le Québec et même, je pourrais dire, pour le Canada. Je pense pouvoir exprimer le sentiment profond qu'ont ressenti tous les Québécois qu'ils aient ou non visité l'Expo. Ce sentiment, c'est tout simplement de la fierté, fierté de vivre un moment extraordinaire, et puis tout bêtement, fierté d'être Montréalais et Québécois. Je crois que le plus grand détracteur de Jean Drapeau, quel qu'il soit à la ville de Montréal, vous concédera dans son fort intérieur qu'il fallait faire l'Expo 67. Malgré un lancer prometteur, Jean Drapeau ne s'est jamais affiché comme un sportif pratiquant. Mais comme l'Expo a bien impressionné les Américains, Montréal a pu obtenir une franchise des ligues majeures du baseball professionnel. C'est ainsi que sont nées les Expos. Expo 67 a fermé ses portes. Mais pour Jean Drapeau, l'aventure n'est pas terminée. Il veut absolument prolonger l'événement par une exposition permanente qui gardera le nom de Terre des Hommes. Il est dans l'ordre que nous tentions de trouver des moyens, non seulement de conserver les bâtiments, mais d'y prévoir des activités prestigieuses. Mais pour ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Pour se le procurer, Jean Drapeau va utiliser le remède traditionnel de tout bon responsable politique. Il va créer une taxe. Mais attention, ce n'est pas une taxe ordinaire, car Drapeau est vraiment un magicien. Il est arrivé à créer une taxe payée avec plaisir, une taxe volontaire de 2 $. As-tu envoyé ton 2? As-tu envoyé ton 2? Vous pouvez maintenant gagner 154 prix à la taxe volontaire de Montréal. Quant à la taxe volontaire, c'est une taxe de 2 $. Chaque 2 $ permet d'avoir une chance d'être invité à répondre à des questions de connaissances courantes sur Montréal. Et le premier prix recevra 100 000 $ en argent. Mais la loi de l'époque interdisait les loteries. Aussi, le maire avait-il transformé la loterie en quiz. Un quiz simplifié à l'extrême. Tellement simple que la réponse était donnée sur le billet même. L'affaire est plus sérieuse qu'on ne le croit, généralement.
même si on dit que la matière sur laquelle portera les questions est imprimée à l'endos du reçu officiel de taxation volontaire. Vous m'en nommez au moins un qui est sûrement venu à Montréal. Maisonneuve. C'est ça! La taxe volontaire doit permettre d'effacer ou pour le moins de réduire le déficit budgétaire de la ville qui se chiffre cette année-là à quelques 32 millions de dollars. Mais le pire qui peut arriver, supposons qu'on rentre 25 millions, bien, il nous restera à augmenter les taxes pour 7 millions au lieu de les augmenter pour 32 ou pour 28. Parce que vous n'aviez pas le choix. Il fallait ou bien trouver une nouvelle source ou bien augmenter les taxes. Absolument. Le plus fort avec Jean Drapeau, c'est qu'il est arrivé avec son invention à taxer non seulement les Montréalais, mais le Québec et le Canada tout entier. Et les gagnants sont donc distribués un peu partout dans la province de Québec et au Canada. Ça démontre l'intérêt que les citoyens de partout manifestent et le désir qu'ils avaient de devenir contribuables de la Ville de Montréal. L'idée de la taxe volontaire sera reprise plus tard pour finalement donner naissance à l'Auto-Québec. Il y a là un petit clin d'œil de l'histoire. C'est amusant que Jean Drapeau soit indirectement le père de la 649, le jeu de hasard qui pompe le plus d'argent dans la poche des contribuables, alors qu'il est arrivé à la mairie en 1954 à la suite d'une farouche campagne contre le jeu et les paris. Malheureusement, la taxe volontaire ne rapporte pas autant qu'espéré. Si bien que le 29 janvier 1969, Lucien Saulnier, le président du comité exécutif, décide de son propre chef de fermer Terre des Hommes. Cette décision va déclencher une crise terrible entre les deux hommes. Elle va également permettre à Jean Drapeau de mettre en œuvre sa plus belle démonstration de machiavélisme. Donc Lucien Saulnier décide de fermer Terre des Hommes. Mais Jean Drapeau refuse carrément, même qu'il promet de démissionner en cas de fermeture. Et il le fait savoir publiquement. Quelques jours plus tard, la Gazette publie un sondage qui révèle que 98% des Montréalais soutiennent leur maire et souhaitent qu'il reste en place. Il ne faut pas perdre de vue que le maire de Montréal, à ce moment-là, est l'homme politique le mieux élu au Canada. Pour M. Drapeau, lui, il représentait le million de personnes qui l'élisaient. Il était l'homme le plus démocratiquement élu de la province de Québec. Le premier ministre n'était qu'un simple député élu par l'Assemblée nationale, et lui était élu au suffrage direct et universel de la population de Montréal. Alors, imaginez-vous le pouvoir que cet homme-là peut représenter. Donc, il ne faut pas s'étonner si, après la publication du sondage, le gouvernement provincial cède et débloque les fonds pour le maintien de Terre des Hommes. Bon prince, Jean Drapeau annonce qu'il reste au pouvoir. En jouant sur divers sentiments, il a fait plier les gouvernements et surtout, il a montré à Lucien Saulnier qu'il n'y a qu'un seul patron à Montréal, c'est Jean Drapeau. Et maintenant, le char de Saint-Jean-Baptiste, qui constitue traditionnellement l'apothéose du défilé, se tient debout sur un socle symbolisant le Québec 68. Pour les hommes politiques importants dans la période troublée des années 60, l'intelligence, fût-elle machiavélique, ne suffit pas. Il faut aussi une bonne dose de courage physique. Jean Drapeau a parfois dû faire face à des situations dangereuses. À la Saint-Jean 1968, le maire est assis dans la tribune officielle près de Pierre Elliott Trudeau, qui deviendra le lendemain même premier ministre du Canada. Irrité par la présence d'un fédéraliste affiché à la fête du Québec, des manifestants nationalistes attaquent la tribune à coups de bouteilles de bière. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Jean Drapeau est décontenancé. Il y a un risque physique de rester et d'être blessé, mais il y a aussi un risque politique de se retirer. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Drapeau choisit de rester et revient s'asseoir à côté de Trudeau. À la fin des années 60, les nationalistes québécois descendent de plus en plus souvent dans la rue et les mouvements de foule sont parfois violents.
Mais c'est surtout l'époque où l'on ne compte plus les édifices dynamités par le FLQ. Il faut dire que dans les années 63 à 71, il y a eu quelques 300 dépôts de bombes à Montréal, soit explosions ou des bombes démantelées, et M. le maire suivait la situation de très près. Robert Côté était alors le chef de l'escouade de déminage. Il voulait souvent appeler les victimes pour les réconforter, et M. le maire voulait tout savoir. L'heure précise, comment ça s'est produit, et lui, après ça, appelait les victimes. Soudain, une nuit de l'automne 1969, on s'attaque au maire de Montréal. Une bombe éclate au domicile des Drapeaux. Robert Côté est arrivé rapidement sur place. Et le plancher a été littéralement soufflé. Alors, je me rappelle très bien le réfrigérateur et le poêle qui avait été lancé dans la pièce. Tout le mobilier était à l'envers. C'était vraiment une explosion très dévastatrice. Heureusement pour lui, Jean Drapeau n'était pas dans la maison à ce moment-là. Mais Madame Drapeau et son fils Michel, qui eux étaient présents, l'ont vraiment échappé belle. Fidelio. Beethoven. Les Noces de Figaro. Mozart. Don Juan. Décidément, vous aimez Mozart. Oui, ah bon, d'accord. Roméo et Juliette. Gounod. Carmen. Bizet. S'il y avait pire de chanteur, lui, on n'aurait jamais eu Jean Drapeau comme maire de Montréal. Je me souviens d'une fois où il avait pris les deux bras de son fauteuil à l'hôtel de ville. Puis il dit, moi, je laisserais ce fauteuil-là pour mener l'opéra à Moi, Montréal. je crois vraiment, volontiers. Ouais. Puis il disait jamais rien pour rien. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais il l'aurait fait. Hein. Son engouement pour le chant lyrique et la grande musique est tel que Jean Drapeau va ouvrir un restaurant unique où l'on pourra dîner et assister en même temps à un concert. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. En hommage au poète Émile Nelligan, le restaurant s'appelle le Vaisseau d'or. Écoute, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, moi, qui m'a absolument sidéré. Que tu faisais des concerts à tous les soirs. Ah oui, tous les soirs. Est-ce que c'était 7 soirs par semaine? 7 soirs sur 7 pendant plusieurs mois. Mais comment tu as survécu à ça? J'ai aucune idée. Ça a été vraiment une aventure. Il me dit, je vous veux comme chef d'orchestre. J'ouvre un restaurant unique au monde, une salle de concert où l'on mange. J'ai prévu tout ça depuis 25 ans. Ben voilà, on arrive au Windsor. Ah ben, c'était l'entrée, l'ancienne entrée. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Là? Évidemment, tout a été refait ici. Oh ben, le piment rouge, bureau, c'était pimenté, mais pas à ce point-là. Un des plus grands hôtels de Montréal. Ah avec oui, le Ritz, absolument. hein? Oui. Mais tu avais le côte à queue. Ah ben oui. C'est pas le smoking. Non, c'est pas le smoking. C'est le full dress. Ah oui? Full dress. Il y avait un escalier, mais je sais pas où. C'est pas du tout la même chose. Ça prend une imagination pour voir tout ça. Là. Oui, mais parce que ça fait longtemps. Vraiment, c'est assez vieux. Moi, je ne suis jamais revenu. Voilà tout ce qui reste du Vaisseau d'or. Des boutiques désaffectées et des couloirs de service. Plus rien du restaurant de luxe où l'on servait des repas par centaines. Bon, c'était quand même 300 places, donc il fallait au moins 300 ou 400 Ça faisait 600 personnes par soir? C'est ça. Mais il est venu combien de gens dans tout ça, là, dans l'aventure? On a dit 120 000 personnes, quand même, de partout. Ouais. Est-ce qu'il venait tous les soirs? Tous les soirs. Tous les soirs? Ah oui, tout le temps, il fermait. Mais il se levait à 5 heures le matin oui, pour parce que aller moi, au je l'ai bureau? vu souvent à 7 heures le matin chez lui. Et donc, il fermait la caisse lui-même, il faisait sa caisse lui-même, parce que c'était quand même une entreprise personnelle. Restaurant. Absolument. Pour ses fils. C'était personnel. Pour ses fils. Moi, j'y ai cru vraiment. Là, il voulait ouvrir un autre restaurant à New York et puis un autre à...
Mais la fermeture, comment, qu'est-ce qui est arrivé? À l'automne 1969, les mouvements de révolte contre l'ordre établi s'amplifient. Les étudiants, les pompiers, les chauffeurs de taxi, les policiers même contestent. Certaines manifestations tournent à la violence. Le symbole de l'autorité municipale, le maire Drapeau, est directement visé. Ça a d'abord été sa maison. 8 jours plus tard, c'est son restaurant. Ils ont mis le feu dans le restaurant. Ça a été le début de la fin. Les gens avaient peur de venir. Ah bon? Les gens avaient peur. Oui, d'accord. Puis ça, c'était contre Jean Drapeau? Lui, il l'a pris comme étant une chose personnelle. Personnelle? Je crois, oui. Mais donc là, ça a été le début de la fin. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Vous pensez peut-être que M. Drapeau réagit ainsi lorsqu'il a sa caricature dans la presse. Eh bien, détrompez-vous. Quand il est fâché ainsi, c'est parce qu'il n'a pas sa caricature dans la presse. Montréalais de toute la terre, bonsoir. Une chose est sûre, c'est que je ne vous ai pas oublié. Et je n'ai qu'à regarder vos yeux de contribuable pour savoir que vous non plus, vous ne m'avez pas oublié. Un homme public, et je ne suis pas le seul, ne garde pas rancune à ceux qui veulent faire rire. Que ce soit caricaturiste graphique, que ce soit caricaturiste... parce que j'espère que c'est une caricature que vous faites. Ben. J'exagère beaucoup. On ne sait plus, là. Je vais répondre. Je vais Oui, oui, lui-même, un léger déficit pouillé. Mais c'est un œuf qui vous a inspiré, Jean Drapeau. Pourquoi me donner ça? Ça y ressemble, en tout cas. Ouais. Du moins, ça y ressemblait comme forme. Ouais, j'ai compris, je comprends vite, hein? Oui, ça va. Je fais la moustache parce que c'est un souvenir, parce qu'autrement, on ne pourrait rien voir, il n'y a rien. Ça, c'est supposé y ressembler. Pour un caricaturiste, drapeau est une expression anglaise, un piece of cake. Mais pour moi, le visage de drapeau est animé dans les yeux. Les yeux sont dangereux de temps en temps. Il y a un élément de curiosité, mais c'est les yeux, M. Jean Drapeau. Au tout début, je le voyais, comme la plupart, comme un mégalomane. Quelqu'un qui, comment dire, regardez pas la dépense, qui dépensait beaucoup, qui était un peu en dehors de la carte, avec une touche de dictateur. Et en plus, qui transpirait de ce gars-là, ben écoute, un mégalomane, un fou, un flyé, un incroyable personnage. Je peux même pas dire si ça a été bon ou pas bon pour la ville de Montréal. Ça a probablement été bon pour la ville d'avoir un maire comme Jean Drapeau. Mais quel malade! Je fume encore pour payer le stade. C'est incroyable. C'était mon personnage favori. Pour moi, la vie aura été, si vous voulez, un conte de fées. Pour vous, un conte de taxes. On en met beaucoup au début parce qu'on n'est pas sûr. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a invité à manger, à luncher, à souper. Et on a échangé. Puis là, j'ai découvert l'homme derrière, qui était beaucoup plus intéressant que l'image que je pouvais m'en faire. Si vous me permettez, je vais raconter un tout petit incident. Il y a quelques années, le dernier de mes fils, il avait à peu près 4 ou 5 ans, a été amené par une amie de la famille voir le Père Noël. Et le Père Noël l'assoit sur ses genoux et lui demande son nom. Alors, il lui demande d'abord qu'est-ce qu'il voulait, je veux ci, je veux ça. Il demande son nom. Alors il dit François Drapeau. Et il dit, es-tu parent avec le maire? Il dit, oui, c'est mon père. Ben, il dit, voudrais-tu demander à ton père de me trouver une position pour après les fêtes? À l'automne 1970, pour Jean Drapeau s'achève une décennie de succès, de reconnaissance et de gloire.
Soudain, le 5 octobre, un véritable séisme frappe et bouleverse Montréal. L'attaché commercial de Grande-Bretagne, James Richard Cross, est enlevé par une cellule terroriste se réclamant du FLQ. La crise d'octobre commence.